Quand l'épidémie, déclenchée par un nouveau coronavirus apparu en Chine, a commencé à envahir la France au début de l'année, personne ne s'attendait à un tel raz-de-marée, ni même à un tsunami mondial. Tous les systèmes de santé ont alors été pris de court par l'afflux de malades. En France, la région de Mulhouse et l'Oise ont été les premiers touchés. Et très vite, tous les hôpitaux ont été mobilisés. Le CHU de Montpellier comme les autres. Même si l'épidémie n'a pas eu l'intensité redoutée dans l'Hérault, la direction de cet établissement était prête à répondre aux besoins. On va faire un retour sur cette expérience avec Thomas Leludec, le directeur général de cet hôpital, qui sera présent à Futurapolis Santé le samedi 10 octobre. Alors Thomas Leludec, quand avez-vous pris conscience de la gravité de la situation ? Alors, nous avons pris conscience de la gravité de la situation par un fait qui était inattendu, c'est que notre premier patient positif était italien et toute sa famille venait d'Italie. Donc, ça nous a mis sur la piste italienne et donc on s'est renseigné sur ce qui se passait dans le nord de l'Italie. Et nos médecins, et je pense particulièrement aux réanimateurs, ont échangé avec leurs collègues universitaires du nord de l'Italie, et la situation qu'ils nous ont décrite au fur et à mesure nous est apparue comme tout à fait inhabituelle, avec des symptômes bien sûr, mais avec une gravité des patients, une lourdeur tout à fait inhabituelle et une rapidité de contamination tout à fait inhabituelle. Et je dirais que notre premier patient positif, c'était le 27 février au soir. On a transformé notre directoire en cellule de crise immédiatement. Et au fur et à mesure des journées qui sont déroulées, dans les 3-4 jours qui ont suivi, on a regardé de près cette situation italienne. Et le 3 mars environ, nous étions convaincus que nous étions passés à autre chose, que nous allions affronter quelque chose de très différent de ce que nous avions tous vécu dans nos vies professionnelles. Vous avez fait à peu près à cette époque-là un état des stocks, un état des lieux pour savoir ce que vous aviez comme masque, comme protection pour le personnel, comme médicaments ? Alors, à ce stade, nous n'avions pas, je dirais, toutes les informations qu'on a eues par la suite. Puisque nous ne savions pas quel était le taux d'attaque, si je puis dire, de la population générale. Donc, nous nous sommes concentrés d'abord sur cette question hospitalière, c'est-à-dire le taux de patients graves était de l'ordre de 20%, c'était les données que l'on avait, notamment des données chinoises, et nous nous sommes attelés à réserver des capacités de réanimation, de médecine infectieuse et tropicale. Et notre principale décision, ça a été de réserver une aile de l'hôpital La Péronie entièrement au Covid, aussi bien pour la réanimation, la médecine que le dépistage, le diagnostic. Et ça a été vraiment le premier point. Et le deuxième point, c'est que très rapidement, on s'est aperçu, en regardant ce qui se passait en Italie, et puis également ce qui commençait à être très sérieusement connu dans l'Est de la France, c'est qu'il nous fallait très vite être coordonnés entre le public et le privé, entre l'hôpital public et les cliniques qui nous environnent, parce que le grand danger dans une crise comme celle-là, où le taux de contamination est très rapide, avec donc un doublement du nombre de cas tous les 2 à 3 jours, et il fallait éviter que l'hôpital de recours qu'est le CHU soit saturé le premier, ce qui aurait saturé la région. Donc il fallait très très rapidement se phaser avec le secteur privé, avec l'ARS, et on a très rapidement obtenu une décision commune de déprogrammation qui a été effective en l'espace de 3 jours, ce qu'on n'avait jamais fait auparavant. Déprogrammation, toutes les interventions qui n'étaient pas liées à cette maladie. Toutes les interventions qui n'avaient pas de caractère d'urgence, qui n'avaient pas un caractère péjoratif pour le patient, c'est-à-dire que toutes les interventions qui nécessitaient une prise en charge rapide parce qu'il y avait une évolution cancéreuse sous-jacente, ce type de situation, nous avons continué à les prendre en charge, bien évidemment. Mais votre réponse précédente m'étonne parce que on a quand même les hôpitaux privés se sont beaucoup plaints du fait qu'ils s'étaient organisés, qu'ils avaient tout mis en place et que finalement les patients n'allaient pas chez eux. Est-ce qu'à Montpellier c'était différent ? Alors à Montpellier, on s'est organisé de manière très différente, c'est-à-dire que
La première chose, c'est qu'il y a 2 cliniques qui ont de la réanimation, qui sont la clinique du Millénaire et la clinique du Parc. Et nos réanimateurs et les réanimateurs des cliniques se sont parlé très rapidement et très naturellement et ont constitué d'ailleurs une sorte de réseau informel avec des réseaux sociaux privés. Et on l'a étendu ensuite à l'ensemble de la région en mode public-privé. Et nous n'avons pas ressenti ce qu'ont ressenti d'autres régions parce que nous avons une chance énorme. Et je crois qu'il faut le dire très modestement, c'est que nous avions 10 jours de décalage par rapport à la situation du Grand Est et nous avions 15 jours à 20 jours de décalage par rapport à la situation italienne. Donc nous avions le temps de nous parler, de voir quelles seraient les situations que nous aurions à vivre ensemble. Et ça a donné lieu, je dirais que on a avancé en marchant, et ça a donné lieu, par exemple, à la création d'une cellule de régulation des soins critiques que l'ARS m'a demandé de piloter avec un directeur médical qui est le professeur Jabert ici à Montpellier, et où on a mis en réseau toutes les compétences de la région qui va de Montpellier à Perpignan en passant par l'Aude, et ce qui nous a permis d'être en fait branchés sur des réalités et des signaux qui n'étaient pas forcément détectables avec des indicateurs chiffrés. Par exemple, quand on a su qu'à Perpignan, il y avait une croissance extrêmement rapide, je dirais à la manière de Mulhouse d'ailleurs, des besoins de réanimation, ça nous a permis d'avoir un petit peu un niveau d'alerte particulier, et on a imaginé de faire des forces de projection avec des réanimateurs, en envoyant du matériel à l'hôpital de Perpignan, en se coordonnant avec le secteur privé local pour faire en sorte que des patients de l'hôpital de Perpignan aillent dans les cliniques qui pouvaient les prendre en charge, pour que l'hôpital de Perpignan soit vraiment le plus capable de prendre en charge le maximum de patients. Donc on s'est dit, il vaut mieux prévoir le pire plutôt que d'inventer des solutions, je dirais, au dernier moment. Mais in fine, qui prenait les décisions? Excusez-moi, vous êtes directeur général de l'hôpital. Oui. Est-ce que vous avez laissé la main de temps en temps aux médecins ou aux politiques parce que vous n'aviez pas le choix ou parce que ça s'imposait? Alors, on a œuvré en cellule de crise quotidienne dans un mode extrêmement collectif. Donc, nous pesions le pour et le contre, les arguments de connaissance ou de méconnaissance d'une situation. Et en fonction de cela, nous arrêtions avec le président de la commission médicale d'établissement les décisions qui nous paraissaient les plus adaptées à la situation. Et nous avions des relais médicaux. Et donc, c'est vrai que notre mode de fonctionnement a été fondé sur un commandement centralisé avec la cellule de crise, mais très décentralisé dans l'exécution, mais surtout une rapidité d'exécution que nous n'avions que rarement connue. Quand vous déménagez littéralement votre hôpital en l'espace de 3 jours, moi-même... Quand vous dites déménager, dites-nous en quelques chiffres. Déménager, par exemple, nous avons pris la décision de transférer notre service des maladies infectieuses et tropicales, qui est à l'hôpital Saint-Éloi, donc à 800 à 1000 mètres de l'hôpital La Péronie. Nous l'avons déménagé en 3 jours. Mais pour pouvoir l'accueillir à La Péronie, nous avons également déménagé d'autres activités, comme par exemple le service d'urologie. Mais pour pouvoir reloger le service d'urologie, nous avons dû aussi déplacer d'autres services, comme l'orthopédie. Donc, nous avons fait un énorme mouvement de déplacement de matériel, de personnel. Il y a eu 350 personnes qui ont changé d'affectation en l'espace d'une semaine. Et il y a eu un nombre de personnes formées aux gestes réanimatoires qui était considérable. Donc c'est vraiment un grand déménagement que nous avons fait évidemment face à l'adversité, puisqu'il fallait absolument être prêt. Et on a eu, et c'est vraiment à saluer, un engagement des professionnels à tous les niveaux qui a été exceptionnel. Et en 30 ans de carrière, j'ai vu beaucoup de choses, mais là, je pense qu'on a vécu quelque chose d'extrêmement intense. Juste un chiffre pour bien mesurer l'ampleur des travaux. Le nombre de lits de réanimation est passé de combien à combien en quel délai?
Alors, les lits de réanimation sont passés en dédié Covid. Nous étions capables de monter jusqu'à 120 patients en réanimation, avec au lieu de, je dirais, un capacitaire habituel qui tourne autour de 85-90 lits. Mais nous pouvions passer encore plus haut, puisqu'en fait, nos réanimateurs ont réfléchi au concept que maintenant on appelle la réanimation éphémère. Donc c'est un concept qui montre bien que on adapte nos capacités en fonction des besoins qui s'expriment à nous. Alors il s'agit pas d'avoir des surcapacités en permanence, mais en ayant suffisamment d'appareils en réserve, en ayant des personnels qui ont aussi dans leur parcours professionnel de l'expérience réanimatoire, on est capable de dédier des unités pour ce type de pathologie comme le Covid avec des personnels formés. Donc on était capable de monter au minimum à 110-120 lits en permanence, et le pic que nous avons eu, je crois que c'était 72 patients en réanimation, puisque les prévisions dont on disposait, qui étaient la prévision de simulation de l'Institut Pasteur, montraient que nous aurions dû avoir une vague qui était à son maximum fin mars, début avril, qui aurait dû être 3 fois celle que l'on a connue en Occitanie, en volume. Alors, cette mobilisation du personnel était effectivement conséquente. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé beaucoup au-delà de ce qui était possible, de ce qui était envisageable, en tout cas en période dite normale. Comment vous avez organisé un soutien pour ces gens-là, parce qu'ils étaient en souffrance quand même? Oui, alors nous avions mobilisé les ressources de psychologues dont on disposait et qui étaient forcément moins mobilisés pour leurs activités entre guillemets traditionnelles, qui avaient diminué, et donc ce qui a permis ce soutien. Et donc il y avait aussi une ligne téléphonique qui a été très rapidement ouverte, une disponibilité également, parce que nous avons un établissement qui a des services de psychiatrie et donc des ressources particulières d'appui en santé mentale. Donc nous leur avions offert cette possibilité, sachant que assez rapidement les psychiatres nous ont dit ce n'est pas à cette phase que nous aurons le plus de demandes de soutien, paradoxalement. Il y a davantage de demandes de soutien postérieurement à la crise, et vraisemblablement plusieurs mois après la crise, parce qu'il y a un effet retard dans peut-être pas la prise de conscience, mais dans l'auto-révélation d'une souffrance. Alors, on est à plusieurs mois, mais la crise n'est pas finie. Qu'est-ce qui a changé dans votre hôpital aujourd'hui? Alors, vous êtes revenu à une situation normale en termes de fonctionnement? Alors, on n'a pas encore retrouvé un fonctionnement totalement normal, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que le virus continue de circuler. Et même si on a eu un effet extraordinaire du confinement national, qui a cassé la courbe de manière extrêmement nette et très rapidement, quand on regarde à l'échelle d'une pandémie mondiale, mais le virus a continué de circuler, donc il faut des précautions particulières. Pour qu'un patient soit hospitalisé, opéré, il faut qu'il ait eu un test au minimum 48 heures avant son admission. Nous veillons à ce que il n'y ait pas de contamination croisée entre patients. Donc, ce qui veut dire que tout ce qui est chambre à 2 lits doit être exceptionnel, et il faut que le statut virologique des 2 personnes présentes dans la chambre soit le même, et qu'on s'en assure. Donc, ce qui veut dire que dans un établissement comme le nôtre, à un moment le plus impactant, nous avions presque 350 lits que nous ne pouvions pas utiliser. Et donc, ça a eu un impact direct. C'est qu'ensuite, ça a ralenti l'activité. On a eu 3 bons mois de ralentissement d'activité. On pourrait même dire de chute d'activité. Et après, il faut rattraper, parce que pour que les patients qui ont été déprogrammés puissent être reprogrammés et pris en charge à temps. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup pesé sur le fonctionnement de l'été et qui pèse encore.
puisque aujourd'hui la doctrine qui est celle du CHU, mais qui est celle de l'Agence régionale de santé, c'est d'éviter autant que possible des déprogrammations massives, parce qu'on sait qu'elles engendrent des effets indésirables sur les patients, oui. sur les personnels, parce que je tiens à dire que nos personnels ont résisté, si je puis dire, mais ces grands à-coups d'activité les ont sévèrement, je dirais, atteints. Donc aujourd'hui, au moment où je vous parle, donc à peu près presque mi-septembre, nous avons dans l'Hérault une situation de circulation intense du virus. Donc on est en zone rouge, on est à peu près à 84-85 taux d'incidence pour 100 000 habitants. Donc nous avons déjà depuis plusieurs semaines réactivé la cellule de crise et nous avons dû anticiper beaucoup de mesures, de renfort de personnel pour que la réanimation puisse faire son office. Même chose pour les maladies infectieuses. La demande de tests a littéralement explosé au cours de l'été, comme chacun le sait. Et nous avons là aussi dû réaliser un peu de temps des exploits de recrutement de techniciens de laboratoire pour pouvoir nous remettre à niveau pour satisfaire ces demandes de tests. Donc, alors, la crise n'est pas... falloir vivre avec, c'est ça le sujet. Oui, alors la crise n'a effectivement pas terminé. Deux petites questions pour finir. S'il y avait une erreur à pas reproduire, ça serait laquelle? Alors, je pense que un point, je dirais, d'amélioration important, c'est d'associer le plus possible les représentants des patients. Au niveau des associations, pas uniquement les représentants d'usagers, mais aussi au niveau des associations, pour bien faire comprendre aussi les messages de santé publique, de protection des plus fragiles, parce que nous avons clairement pendant cette phase de crise où il y a une phase aussi de sidération, où on était très orienté sur faire tenir le système hospitalier. Je pense qu'il faut s'appuyer de plus en plus sur la population. On a essayé de le faire pendant la crise via les médias. Moi, je tiens à souligner le fait que notre relation avec les médias a été extrêmement intense pendant la crise, avec des messages qu'on a essayé de se calibrer en termes de santé publique. Nous n'étions pas là pour animer des plateaux et faire de la polémique, mais pour vraiment donner l'information telle qu'on la connaissait à notre public régional, et la presse quotidienne régionale nous a aidés. Je sais que la presse nationale a été également présente à nos côtés, mais je pense vraiment qu'il y a un rôle d'éducation et de participation. La population doit participer à sa sécurité et nous sommes là pour la conseiller et lui donner une information aussi fiable que possible. Et quel est le résultat dont vous êtes le plus fier, pour terminer? Alors, je crois que c'est clairement la mobilisation de nos personnels. Je pense que quand vous sentez, en tant que mon expérience personnelle de directeur général, quand vous sentez un établissement réagir avec cette intensité, ce don de soi, vous le percevez, c'est un souvenir inoubliable. Et je pense que ceux qui ont vécu cette période dans les unités de soins, pour eux, c'est un moment extrêmement fort. Alors il y a, je pense aujourd'hui, un autre temps qui est le temps de pas se reconstruire, mais clairement qui est le temps de la résilience, parce que vivre avec ce qui est encore une menace, qui est cette épidémie, c'est un véritable défi. Nous appartenons à des générations qui n'avons pas vécu pendant plusieurs années sous la menace. On n'est pas en 39 et on n'est pas encore en 44. Donc clairement, vivre avec un danger au quotidien, c'est une nouvelle façon de vivre. On ne s'arrête pas de vivre, mais c'est clairement aussi tout un enjeu de solidarité. Et je pense que un des points clés, c'est aujourd'hui d'aller vers de plus en plus de proximité pour que notre encadrement médical et paramédical dans les unités de soins puisse vraiment travailler avec leur équipe pour les protéger, les soulager, les aider à passer le cap, parce que dans certains cas, ça a été vraiment difficile d'avoir des familles loin de leurs proches qui ne pouvaient pas les visiter. Et je pense que
là aussi, c'est pour ça que je cite aussi, le travail d'équipe, ça inclut aussi les familles, même quand c'est difficile et qu'il y a des mesures de précaution telles que celles que nous avons dû prendre, qui sont à l'œuvre. Merci beaucoup. Merci Anne. À très bientôt. À très bientôt. De toute façon, au mois prochain. Au mois prochain. On se verra sans doute avant.